Alors, la subjectivité de la perception des couleurs. Donc, les couleurs, c'est une sensation psychologique et il y a plein de choses qui interviennent. Il y a la physique de la lumière, évidemment. La lumière entre dans l'œil, il y a la biologie de l'œil. La rétine envoie un signal par le nerf optique au cerveau. Il y a le traitement de l'information, c'est la psychologie de la couleur. La psychologie, le côté perception psychologique. Donc il y a trois choses. La couleur, c'est le résultat de ces trois choses-là. La lumière, la biologie et la psychologie. Donc la physique, la biologie, la psychologie. Donc ici, on vous montre un schéma et on vous dit il va être très difficile de savoir quel est, parmi les trois verres qui sont dans le carré extérieur, quel est celui qui ressemble le plus au vert qui est dans le triangle au centre. Si on demande à plein de gens quel est le vert le plus proche de celui du triangle au centre, vous allez avoir des réponses différentes parce qu'en fait, chacun voit un peu les couleurs différemment. Ici, c'est pour vous démontrer que en fait, il s'agit des deux mêmes couleurs, des deux mêmes bleus au centre, et pourtant ils apparaissent différents à cause de l'environnement. L'environnement, ce qui environne les couleurs environnantes influencent beaucoup la perception des couleurs. L'œil n'est pas objectif, donc on est fort influencé au niveau de la perception des couleurs. Même chose ici, les deux théières ont la même couleur, mais on les voit différentes à cause de la lumière qui les environne, la couleur qui les environne. Même chose ici aussi. C'est le même jaune au centre. Pourtant, il y en a un qui paraît plus chaud et l'autre plus froid. C'est juste la couleur environnante qui influence. Même chose ici aussi. Même chose en ce qui concerne les gris. Ils apparaissent plus ou moins lumineux suivant ce qui les entoure. Ce sont les mêmes gris dans les trois carrés de gauche et dans les trois carrés de droite. Ici, on reparle des couches profondes de la rétine qui servent pour la détection. Vous avez ici des échantillons de gris. Il est possible que vous ayez l'impression que sur la partie droite de chaque échantillon, ce soit plus foncé que sur la partie gauche. Vous avez cette impression ? Sur la partie droite de chaque échantillon, le 4 ici par exemple, sur la partie droite, c'est plus foncé que sur la partie gauche. On a comme une impression d'avoir les échantillons en creux, comme s'ils n'étaient pas plats, mais plutôt en creux. Mais en fait, ils sont réellement plats. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bandes de Mach. C'est les couches profondes de la rétine qui vous trompent en fait. Alors, l'adaptation chromatique. En permanence, l'œil humain s'adapte à l'environnement pour faire en sorte que l'éclairage, déjà l'éclairage lumière blanche, soit considéré comme étant neutre. Vous avez ici une démonstration. Alors, que je me rappelle comment ça fonctionne. En fait, oui. C'est pour vous démontrer que la couleur ici, elle pourrait vous paraître jaunâtre comme on la voit là. Mais en réalité, sa vraie couleur, c'est ça. Bon, la démonstration n'est pas extraordinaire ici, on a déjà vu mieux. Donc je ne vais pas m'attarder. Alors, ça c'est juste une démonstration pour faire comprendre que lorsque vous faites une projection dans un lieu fermé où il n'y a pas de lumière extérieure, la seule lumière c'est le projecteur, il y a une perte de contraste. Et donc, pour obtenir une image contrastée correctement comme celle qu'on voit ici à droite, vous devez envoyer sur la projection, sur la toile, une image surcontrastée, trop contrastée en fait. Pour obtenir ça, voilà ce que vous devez envoyer sur la toile, une image très contrastée. Donc ça, il faut le savoir aussi.
Si vous ne contrastez pas les images que vous projetez lors d'une présentation, elles risquent de paraître fades. Le fait d'être dans un environnement sombre va enlever du contraste en fait à ce qui est projeté, donc il vaut mieux en ajouter. Ok, ça je ne vais pas en parler ici, ça non plus, ce n'est pas très intéressant. Alors ici on parle des memory colors, des couleurs de référence. Je vais simplement vous dire que lorsque vous faites une photo, il y a des couleurs que l'être humain connaît par cœur. Par exemple, la couleur d'une banane, c'est un jaune particulier. Si dans votre photo, la couleur de la banane, s'il y a une banane dans votre photo évidemment, si c'est le bon jaune, toutes les autres couleurs de la photo paraîtront bonnes également, même si en fait elles ne le sont pas. Autrement dit, dans une photo, ce qui compte, c'est que les couleurs qui doivent être bonnes, c'est surtout celles que les gens connaissent par cœur. Couleur typiquement d'une banane, mais aussi couleur des visages. Si les visages n'ont pas une couleur correcte, c'est un peu catastrophique au niveau perception générale de la photo. Ok, ici c'est juste un truc assez connu pour montrer à quel point le vocabulaire influence la perception des couleurs aussi. On est censé en fait lire la phrase et on est censé lire la phrase, si je me souviens bien de l'exercice, et dire quelles sont les couleurs en fait des mots. Et on va être influencé par les mots eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il faut donner les noms des couleurs plutôt que de lire les noms des couleurs. Et à partir de la troisième ligne, la plupart des gens ralentissent et c'est dû à l'interférence du langage dans la perception des couleurs. Donc le langage participe, influence la perception des couleurs. Bon, ça c'est sur la taille perçue des objets, c'est pour dire que les couleurs influencent la taille perçue des objets. Ah, on en arrive à nos aberrations chromatiques. Voilà. Vous vous souvenez des aberrations chromatiques? Eh bien voilà, quand vous avez des objets rouges et bleus qui sont l'un à côté de l'autre, il est possible que vous ayez l'impression, notamment dans le cas du Z ici, qu'il soit un peu plus en avant que celui-là qui est un peu plus en profondeur. Vous avez peut-être l'impression qu'ils ne sont pas sur le même plan, qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre. Est-ce que ça marche ou pas? Plus ou moins. Ce qui peut arriver aussi, c'est que quand vous juxtaposez du rouge et du bleu, ça vibre. C'est en fait ça, c'est parce que la rétine, l'œil ne sait pas se focaliser sur un objet en particulier. L'image du Z bleu ne se forme pas au même endroit sur la rétine que le Z rouge, à cause des aberrations chromatiques. Non, ça... Vous connaissez ça, hein, vous avez certainement déjà vu que quand on juxtapose du rouge et du bleu, ça peut vibrer. Ça vient de là, c'est les aberrations chromatiques de l'œil. Bon, c'est utilisé aussi en illustration, et vous pourriez aussi l'utiliser en photo. Typiquement, les affiches de chez Disney utilisent beaucoup ça, où vous avez beaucoup d'orangés et de bleus qui sont juxtaposés, d'orangés et de bleus, des affiches où on montre les illustrations avec beaucoup d'orangés et de bleus, et ça donne de la profondeur en fait. Ça donne du relief. Là, on parle ici des daltoniens. On dit que c'est génétique, que ça affecte les garçons. Les filles sont porteuses de la déficience, mais ne le transmettent qu'aux garçons. Ici, c'est un test pour voir à quel point on est fort pour discriminer les couleurs. Il en existe aussi sur la web.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez simplement que si vous faites de la communication graphique à destination du grand public, tout bêtement de la communication graphique, vous avez intérêt à vérifier que vos textes colorés sur fond coloré sont visibles également par les daltoniens. Et là, il y a des logiciels qui existent, et notamment Photoshop permet de faire ça aussi. Il y a un simulateur de daltonisme dans Photoshop, dans Illustrator et InDesign aussi. Ce sont des lunettes ici pour améliorer la perception des couleurs chez les daltoniens. C'est un logiciel ici assez ancien, Ncolor 8. Ncolor, qui permet justement de vérifier que quand on fait du texte en couleur sur un fond en couleur, il sera visible correctement par les daltoniens. Ok. Là, on parle de l'acuité visuelle 20-20. Mais ça n'est pas très important ici. Ok. Ben voilà, c'est quelques informations sur les couleurs. Alors ici, il n'y a pas de schéma, très peu. C'est les modèles couleurs. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les petites astuces. Contrastez vos images quand vous les projetez pour qu'elles ne paraissent pas trop fades. Évitez aussi, ça je ne l'ai pas dit, qu'il y ait une lumière blanche, une source de lumière blanche qui soit visible dans la salle, parce qu'elle risque de faire en sorte que votre projection soit perçue comme étant mauvaise. Pourquoi? Parce que l'œil humain a besoin de blanc de référence. Quand vous projetez quelque chose dans une salle obscure, la lumière blanche de référence, c'est le blanc du projecteur. Il est considéré comme étant neutre. Vos images sont vues correctement. Mais dès qu'il y a une source de lumière extérieure visible en même temps, une fenêtre ouverte sur l'extérieur, une lampe allumée, l'œil humain risque de considérer que cette lumière blanche autre que la projection est la lumière de référence. Et il va en résulter que votre projection va paraître trop bleue ou trop jaunâtre. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qui est projeté, c'est juste la perception de l'œil humain qui intervient. Bon, souvenez-vous aussi que le métamérisme, ça existe. Vous pouvez très bien avoir deux échantillons de couleurs qui semblent être identiques sous une certaine source de lumière, et sous une autre source, ils vont être différents. Donc, il faut savoir que ça existe, il ne faut pas s'étonner. Souvenez-vous que les tubes fluorescents, à cause de leur pic d'énergie, sont très mauvais quand on doit travailler la couleur. Il ne faut pas les utiliser. Vous devez utiliser plutôt un éclairage qui va simuler le mieux possible la lumière du jour, typiquement l'halogène. Mais il y a aussi des tubes fluorescents haut de gamme qui simulent bien la lumière du jour. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Vous avez vu que s'il fallait que je lise tout, il y en a pour beaucoup. D'ailleurs, ça m'a pris du temps pour écrire ça à l'époque. À une époque où il y avait beaucoup moins d'infos sur le web, d'ailleurs, sur tout ça. Oui, se souvenir aussi que l'œil humain n'est pas objectif. Fort influencé par l'environnement, les couleurs environnantes. Et alors, au niveau de la sensibilité des films couleurs et du numérique, vous savez maintenant que l'appareil photo numérique capture mieux les couleurs que le film couleur. Et vous savez pourquoi? C'est parce que ces courbes de sensibilité à l'appareil photo numérique ressemblent plus à celles de l'œil humain. Elles se chevauchent et ça permet mieux de calculer quelle est la vraie couleur qui est photographiée en fait.